Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 21 août 2020, je suis Sarah Menani, on est ensemble pendant un quart d'heure, vous écoutez Flash Foot. On commence par notre fait du jour. Souvenez-vous, c'était le 8 mars dernier, Lille battait Lyon 1-0 à Pierre-Mauroy et envoyait les joueurs de Rudy Garcia à la 7e place du classement. Qui aurait alors pu imaginer une telle suite ? Un confinement de 2 mois, une guerre de pouvoir autour de l'arrêt définitif de la saison, 2 clubs français en demi-finale de la Ligue des Champions et le Paris Saint-Germain à un match d'un sacre européen historique. Alors ça y est, c'est le grand soir, c'est la rentrée. 166 jours qu'on attend de retrouver notre chère Ligue 1. Les stades n'accueilleront malheureusement pour l'instant que 5000 supporters. On a forcément un petit pincement au cœur. Il y a quelques jours, on pensait encore voir un OM Saint-Étienne en ouverture de la Ligue 1 et finalement ce sera Bordeaux-Nantes. Mais c'est presque excitant, ce flou total. C'est un peu comme le paquet de cartes Panini. Vous savez, quand on était gosse, on sait pas trop sur quoi on va tomber, on sait pas trop qui on va voir jouer. Mais on est tellement content de revoir du foot que finalement on s'en fout un peu. Cette saison démarre donc par un derby de l'Atlantique. Dans un instant, je vous parle en détail de cette rencontre. On va passer un coup de fil au journaliste Emery Ten, correspondant de l'équipe à Bordeaux, qui nous éclaire sur les enjeux de la rencontre. Bordeaux peut-il avoir comme ambition de viser une place dans le top 10 de la Ligue 1 ? Ce sera la mission cette saison du nouvel entraîneur bordelais, Jean-Louis Gasset, fraîchement arrivé au Hayan pour remplacer Paulo Sousa, dont l'interminable conflit, souvenez-vous, avec le club a tenu en haleine des supporters bordelais tout l'été. L'ancien adjoint de Laurent Blanc doit reconstruire dans l'urgence. Arrivé seulement 10 jours avant la reprise du championnat, il a fallu faire le maximum en un minimum de temps, ce sont ses mots. Il faudra plus que quelques journées pour savoir si Jean-Louis Gasset est l'homme de la situation. À Bordeaux, dans un club qui ne doit sa survie que grâce aux 30 millions d'euros injectés par son propriétaire King Street juste avant le passage devant la DNCG au mois de juillet et où l'enveloppe de recrutement cet été est quasi inexistante, on fait avec les joueurs actuels, on tente de composer avec d'éventuels départs. Celui de François Camano, déjà acté pour le coup, parti il y a quelques jours direction le Lokomotiv Moscou, et potentiellement celui de Benoît Costil, énième feuilleton estival girondin. On ne sait toujours pas où en est le gardien de sa réflexion quant à un éventuel départ. Hier par contre, Jean-Louis Gasset a fait un premier choix fort qu'il a annoncé en conférence de presse. Laurent Koscielny est un joueur expérimenté, un grand joueur et il doit transmettre son expérience aux jeunes. Mais ça n'enlève à rien le rôle de Benoît, qu'il soit dans les vestiaires ou sur le terrain. C'est pas parce qu'il avait un morceau de tissu sur le bras qu'il devra ne plus parler. Lui expliquer que je préférais que le capitaine soit au cœur du jeu. Bon, alors déjà morose, voilà que le nouveau coach lui enlève en plus le brassard qu'il portait depuis 2 ans au profit de Laurent Koscielny. Et même si Jean-Louis Gasset a dit en conf qu'il préférait que son capitaine soit un joueur de champ, finalement comment interpréter cette décision ? Proche de ses joueurs, Gasset aime s'appuyer sur des hommes sûrs, comme il l'a fait déjà à Saint-Étienne avec la légende Loïc Perrin, dont les relations étaient excellentes, à en croire Perrin lui-même. Dans le contexte si tendu de Bordeaux, il semble impossible de reconstruire autour d'un capitaine qui a des états d'âme. Pour en parler, j'accueille Emery Ten. Bonjour Emery, t'es le correspondant de l'équipe à Bordeaux, tu suis au quotidien les Girondins. Emery, avant de parler des enjeux de ce match, on l'a entendu il y a quelques minutes, hier Jean-Louis Gasset a enlevé le brassard à Benoît Costil pour le donner à Laurent Koscielny. Comment est-ce que toi tu analyses cette décision, ce premier choix fort de Gasset ? C'est une demi-surprise au sens où, de mémoire, Jean-Louis Gasset était l'adjoint de Laurent Blanc. Il me semble que déjà à l'époque en équipe de France, il était plutôt friand d'avoir un capitaine qui est plutôt sur le terrain que dans le but. Après, c'est sûr que par rapport à la position de Benoît Costil, qui a perdu son entraîneur des gardiens, Griot qui est parti, et avec l'arrivée de Grange, c'est vrai qu'on sent que son poids s'est un petit peu amenuisé avec l'arrivée de Gasset. Mais je lisais la très bonne interview de Jean-Louis ce matin dans le journal, parce qu'il y a la rumeur Ruffier qui revient forcément. Jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, Benoît est toujours le gardien des Girondins. Après, je pense qu'il faut aussi se référer à ce qu'a dit Laurent Koscielny hier en conférence de presse. Le brassard, c'est quand même un bout de tissu. C'est symbolique, c'est honorifique, mais ça n'empêchera pas Benoît Costil déjà d'assurer son boulot dans la cage et d'élever la voix s'il en ressent le besoin. Et tu penses pas que c'est un petit message de Gasset justement à Costil ? On connaît les états d'âme du gardien bordelais, on sait qu'il a fait part de son envie peut-être de quitter Bordeaux. Est-ce que tu penses pas aussi que c'est un petit message annonciateur pour la suite ? Tu parlais de la rumeur Ruffier. Alors, ce qui est délicat à Bordeaux, c'est que
il y a deux paramètres. Un, il faudrait réussir à faire partir Benoît Costil. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il ait un club. Et aujourd'hui, le marché des gardiens est quand même relativement bouché. Il y a peu de clubs qui cherchent. Peut-être le FC Séville à l'étranger, mais en France, a priori, tous les clubs sont pourvus. Je crois que c'est surtout c'est un message adressé à Koscielny. Il faut pas oublier que Koscielny, à l'époque de Laurent Blanc et de Jean-Luc Gasset en équipe de France, faisait déjà partie des joueurs régulièrement appelés, faisait partie des joueurs sur lesquels le stade des Bleus comptait. Finalement, la décision est plutôt logique. L'autre difficulté, c'est que Bordeaux, au-delà du fait de devoir éventuellement se séparer de Costil s'il voulait prendre Ruffier, c'est que Bordeaux n'a pas non plus énormément d'argent aujourd'hui pour recruter. Et le salaire de Ruffier, par exemple, me semble imposant. Et en plus, Koscielny, c'est un joueur qui connaît bien ce rôle de capitaine et qui l'a déjà endossé à Arsenal notamment. Emery, quels enjeux pour Jean-Louis Gasset et Ghislain Printemps pour ce premier match ce soir? Je le disais, le binôme n'a eu finalement que 10 jours pour préparer cette reprise et ce premier match de la saison. Alors je pense que les attentes doivent être mesurées et Jean-Louis Gasset, fidèle à sa ligne de conduite, s'est attaché à dédramatiser l'événement. Il a parlé d'un match amical à 3 points. C'est vrai que la difficulté, ça a été le manque de temps, ça a été de découvrir un groupe qu'il connaissait pas et qui visiblement a une préparation physique sous Paolo Sousa qui était correcte sans plus pour pas dire pire. Après voilà, sur les attentes, je pense que ce soir il faudra surtout être attentif déjà au système de jeu. Il en a travaillé depuis 11 jours, le 4-3-3 et le 4-2-3-1. Il a dit qu'il voulait le 4-3-3. Quoi qu'il arrive, de toute façon sur le match, ce sont ses premiers choix, mais ce ne sont pas des choix définitifs. Dans son entourage, on parle de 3 à 4 semaines pour jauger vraiment son effectif. Hier, on me disait encore qu'au retour de Pablo, il s'interdisait peut-être pas de passer une défense à 3 parce qu'il estime qu'il a les joueurs pour. Je pense que l'important ce soir, ça va être, si possible, effectivement, de réussir sa première. Mais pour les enseignements définitifs, il faudra de toute façon attendre. On a affaire, Emery, à 2 clubs aux supporters en conflit ouvert avec les dirigeants de leur club. Les uns réclament le départ de Valdemar Kita depuis des mois maintenant. Et à Bordeaux, c'est la tête de Frédéric Longuepé qu'on demande. La situation a été très tendue au Haillan ces dernières semaines. Alors, la situation a été très tendue. Les ultras ont fait passer le message assez clairement. Ils ont dit clairement que l'arrivée de Roche et Gasset, même s'ils s'en réjouissent, ce sont les anciens personnages du club, les anciennes figures du club, ne seraient pas suffisantes, en tout cas pour apaiser les tensions effectivement avec Frédéric Longuepé. Alors ils se sont pointés au Haillan, ils ont trouvé porte close lors de la présentation de Jean-Louis Gasset. Ils étaient venus déjà une semaine plus tôt au Haillan et où là ils n'avaient pas trouvé les portes closes, ils s'étaient installés pendant quasiment une journée pour essayer de joindre Daniel Herman, qui est le représentant de King Street, le propriétaire de Bordeaux en France. Ils n'avaient pas réussi à le joindre. Bon, a priori ce soir, au-delà de la jauge qui est limitée à 5000 personnes, ils ont fait savoir qu'ils viendraient pas parce que les stades à quasiment huis clos, ça correspond pas forcément à leur idée du supportering. Donc a priori l'ambiance sera calme ce soir, mais c'est sûr que le conflit existe toujours. Il n'y aura pas d'ultramarine ce soir. Ils ont dit effectivement qu'ils trouvaient injuste le fait de devoir choisir parmi 5000 supporters la jauge donc gouvernementale pour ce match. Merci beaucoup Emery, bon match ce soir. Merci beaucoup, bon match à toi aussi. Bon, que les supporters bordelais se rassurent quand même, tout n'est pas rose non plus du côté du FC Nantes. Un FC Nantes décimé par les blessures et par les contaminations au coronavirus. Les Canaries ont accumulé les cas de Covid ces dernières semaines. 7 joueurs ont été testés positifs depuis fin juillet. Parmi eux, le capitaine nantais Abdoulaye Touré. Le stage de préparation à la Baule a même été annulé, stage de pré-saison. Christian Gourcuff a dû s'adapter. Il devra se passer d'au moins 8 joueurs de son effectif ce soir à Bordeaux. Bref, la reprise s'annonce très compliquée pour Nantes. Allez, justement, on se fait un petit point sur l'infirmerie de la Ligue 1. Qui est là, qui n'est pas là. Amateurs de fantasy, si vous jouez à Mon Petit Gazon ou autre, cette rubrique est faite pour vous. On commence par Monaco, où il ne fait pas bon vivre en ce moment pour une dizaine de joueurs monégasques comme Keita Baldé et Jemerson qui font partie d'un groupe de joueurs priés de trouver un nouveau club d'ici au 5 octobre, date de la clôture du mercato cette année. Le nouvel entraîneur de Monaco, le croate Niko Kovac, arrivé mi-juillet, a écarté donc une dizaine de joueurs. Parmi eux, on l'a dit, Baldé, Jemerson, mais aussi Youssef Haït Benasser, Adama Traoré ou encore l'attaquant Samuel Grandsir et le défenseur brésilien Jorge, qui font donc tous partie de ce groupe d'indésirés. Le coach fait le ménage, il applique des méthodes assez radicales pour replacer le club monégasque sur de bons rails. Monaco qui, je vous le rappelle quand même, est passé
tout près de la relégation la saison dernière. Au grand mot, les grands moyens. À Rennes, c'est James Lea Siliki qui ne jouera pas dans l'entrejeu breton demain face au LOSC, tout comme le défenseur Gersino Niamsi. Les deux sont forfaits pour la rencontre. Du côté du LOSC, justement, Christophe Galtier devra lui, dans son 4-4-2, se passer de Timothy Weah, blessé, comme son deuxième gardien Léo Jardim. Le coach lillois ne devrait pas aligner non plus son défenseur brésilien Gabriel, qui lui est sur le départ, extrêmement convoité. On a parlé de l'hécatombe à Nantes, et bien Dijon, qui joue demain 17h face à Angers, n'est pas mieux loti, puisque les Dijonnais vont disputer ce premier match de la saison avec 4 absents. Leur capitaine, déjà, Julio Tavares, qui est toujours blessé, un autre attaquant, Mama Baldé, mais aussi Senou Koulibaly et Wliti Younoussa sont eux aussi absents. 4 absents du côté de Dijon, 4 absents aussi du côté de Nîmes, qui doit affronter Brest dimanche. Enfin, si la rencontre peut se tenir, pour l'instant on n'en sait rien, puisque les 4 joueurs absents ont été testés positifs au coronavirus. Le club nîmois est optimiste quant au maintien de la rencontre au Costières. Nous, on l'est pas tout autant dans Flash Foot. Tout de suite, je vous parle de la rencontre que vous devriez regarder ce week-end. Si je vous dis Lorient-Strasbourg dimanche 15h, je vous vois venir. Si vous n'êtes ni Lorientais ni Strasbourgeois, la réponse est parfait pour la sieste. Eh bien non. Voici les 5 raisons pour lesquelles vous allez regarder ce match. Cette semaine déjà, c'était le retour à l'entraînement des fêtards genevois qui ont chopé, souvenez-vous, le Covid en boîte, qui ont contaminé leurs petits copains dans le vestiaire pendant le stage à Évian. Alors le président strasbourgeois, Marc Keller, avait promis des sanctions. Qu'en sera-t-il ? On regardera avec attention le 11 aligné par Thierry Laurey dimanche. Deuxième raison, s'il est aligné, ce sera le retour de Majid Waris au Moustoir, lui qui avait passé 2 ans et demi chez les Merlus, où il avait inscrit 20 buts en 56 rencontres de Ligue 1. Ensuite, parce que j'ai hâte de voir jouer les Lorientais, ils ont survolé la Ligue 2 la saison dernière. Il y a un joueur en particulier à surveiller, ce serait sans aucun doute Adrian Grbić, qui a cartonné la saison dernière en Ligue 2 avec Clermont, et pour qui Lorient a véritablement cassé sa tirelire. Près de 9 millions d'euros, c'est de loin le transfert le plus cher de l'histoire des Merlus. Il faut dire que l'attaquant autrichien a terminé 2e meilleur buteur de Ligue 2 l'an dernier, avec 17 buts et 4 passes D en 26 matchs. Une pépite que les Lorientais ont chippé à la dernière seconde à leurs copains brestois. Brest qui était vraiment pas content de ce coup-là. Marseille était aussi sur le coup, comme l'a confié le principal intéressé lui-même, Adrian Grbić, qui était l'invité aujourd'hui de Thomas Touroud dans votre émission YouFoot, que vous pouvez retrouver dès maintenant et tous les vendredis, tous les lundis sur votre appli Free Ligue 1. Du côté de Lorient, on retrouvera aussi Jérémy Morel, l'ancien Rennais de 36 ans, qui est revenu cet été dans son club formateur. Il revient à ses premiers amours, Morel. C'est aussi le retour en Ligue 1 d'Umut Bozok, lui qui avait régalé en Ligue 2 de son temps à Nîmes. Il avait passé une année un peu plus compliquée en Ligue 1, l'année de la montée avec les Crocos. À 23 ans, c'est pour lui une sorte de deuxième chance de briller dans l'élite. 5e et dernière raison, avec les 5000 supporters autorisés dans les stades en ce moment, au Moustoir, ça fait pratiquement le tiers du stade qui sera occupé dimanche, et ça, on n'aura pas beaucoup l'occasion de le voir cette saison. Bon, j'espère avoir été convaincante, on en reparle lundi, on débriefera ce Lorient-Strasbourg ensemble. Merci d'avoir été avec nous, bon match à tous ce soir, bon week-end. C'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot, et nous on se retrouve lundi.